en tant qu'hôte et puis en tant qu'éditeur, dont je peux apprécier la rigueur, la volonté et le jugement depuis que nous travaillons ensemble. Je remercie également ceux de tes collaborateurs que je n'ai pas encore pu remercier directement, qui ont travaillé sur l'ouvrage, pour la maquette ici. Et puis je vous remercie vous tous, ici présents, qui me faites l'honneur de m'écouter ce soir. Alors cet essai est né d'une irritation, d'une sympathie et d'une intuition. L'irritation, et je prolonge ici les quelques remarques liminaires de Pierre-Yves, l'irritation elle est venue du traitement à la fois partial et partiel du cas russe et de la figure de Poutine dans les médias français depuis le début des années 2000. Je dirais d'ailleurs que cette partialité est allée croissante de la crise irakienne de 2003 jusqu'aux événements actuels d'Ukraine. Effectivement, on passe du vampire à Hitler, bientôt peut-être le mangeur d'enfants, on ne sait pas. Et bien entendu, cette irritation croissante s'adossait à une sympathie. Sympathie dont je ne fais pas mystère et qui me porte vers la Russie. Son histoire, son peuple, sa culture, sa langue. Et puis je dois dire qu'à cette sympathie initiale pour cette grande nation, cette grande culture, eh bien c'est lié peu à peu, au cours de ces mêmes années 2000, une sympathie croissante pour le personnage Poutine, pour son style, parfois intrigant, parfois un peu de nature à désarçonner. Alors je ne vous ferai pas ce soir un florilège des citations poutiniennes les plus savoureuses, mais enfin il n'est pas interdit de se mettre en bouche en évoquant l'une d'entre elles quand Poutine, en juin 2007, réplique à un journaliste lui demandant « Mais enfin, monsieur Poutine, êtes-vous un démocrate ?» Il répond ceci « Mais bien sûr, je suis un démocrate. Je suis même le seul. Le malheur veut que, depuis Gandhi, je n'ai plus personne à qui parler. » Alors j'avoue que ça flatte un goût un peu anarchiste chez moi et ça introduit sur la scène internationale une tonalité un peu moins terne que celle à laquelle nous habituent les chancelleries. Enfin, cette irritation et cette sympathie se sont reversées dans une intuition, disais-je. Alors d'abord, une intuition partagée par d'autres que Poutine accomplissait pour la Russie une grande œuvre de redressement national. Et puis l'une qui m'est peut-être plus propre, qu'il révélait par contraste l'état de notre propre condition politique, c'est-à-dire qu'à travers Poutine, nous pouvions penser la France. Cette intuition se cristallise à la fin de l'année 2010, au moment où Poutine est Premier ministre du président par intérim Medvedev, qui s'est d'ailleurs bien comporté dans l'ensemble. J'y reviendrai en quelques endroits de mon intervention. Alors on pouvait déjà mesurer son envergure historique, mais je dois dire qu'il ne m'a pas déçu depuis et que je ne pouvais absolument pas prévoir la remarquable saison 2013-2014 qu'il a accomplie, de l'affaire Snowden à l'indépendance de la Crimée, en passant par la gestion diplomatique de l'affaire syrienne. Il ne suffisait pas d'avoir une intuition, il fallait se doter d'une méthode. J'ai donc choisi de pratiquer un billard à trois bandes historique entre le consulat bonapartiste et non l'empire napoléonien. Je ne détaillerai pas ce point, ceux qui souhaiteraient en savoir plus, eh bien, mon livre s'offre à eux pour la modique somme de 26,90 € ici même. Entre donc le consulat bonapartiste, la Russie de Poutine et nous. L'idée, c'était de se penser à travers la figure poutinienne. Je ne voulais pas encourir le reproche qu'on adresse parfois à ma corporation, celle des philosophes, de pratiquer un discours abstrait ou finalement de défendre Poutine par une sorte de pétition de principe idéologique, comme ça de vue de l'esprit. Donc je n'ai pas voulu développer des concepts qui ne seraient assurés par des faits. C'est pourquoi je me suis astreint à une enquête positive. J'ai travaillé en m'appuyant sur tous les bons spécialistes de la Russie, y compris d'ailleurs des anti-Poutine, mais qui sont fréquemment obligés de reconnaître certaines vertus à leur objet. Il y a donc une enquête positive, d'où le volume du livre également. Mais je n'ai pas voulu que cette enquête positive soit un pur ouvrage de spécialistes techniques, se contentant de déployer des faits, sans les saisir par les concepts, ni les placer dans les vastes perspectives de l'histoire et de la philosophie politique. Le lecteur jugera si j'y suis parvenu, mais j'ai essayé d'articuler les deux dimensions. Enfin, je n'ai pas fait mystère de la volonté donc de penser notre présent, y compris sur un mode polémique. Il y a donc une dimension de pamphlet également dans ce travail. Je n'y avance pas masqué, ceux qui consulteraient le 4e de couverture pourraient le constater d'emblée, j'y suis présenté tel qu'en moi-même.
Alors j'irai maintenant sur le fond, après avoir évoqué la méthode. Et je prélèverai dans l'ensemble de ce travail 3 grands axes que j'ai empruntés pour suivre la trajectoire poutinienne et nous penser donc à travers elle. Je ne peux pas détailler tous les autres thèmes qui sont développés, de degrés divers dans l'ouvrage. Je songe notamment au rapport entre l'État et la société civile, ou à la situation réelle des médias en Russie, ou encore à la question des valeurs à travers, par exemple, l'affaire des Pussy Riot et autres. Non, je me concentrerai ici, puisque nous n'avons pas un temps infini, ou interminable, je me concentrerai sur 3 des grands axes que j'ai empruntés pour opérer ce travail. D'abord, l'axe politique, au sens fort du terme, et je justifie ici le sous-titre du livre qui s'intitule « Essai sur la naissance des républiques ». En effet, le terme « république » semble tellement vidé de sa substance aujourd'hui qu'il m'a paru œuvre de salubrité publique que d'essayer de lui rendre un peu de consistance à travers des questions aussi simples que celle de la constitution d'un État, d'une légitimité nationale, question dont l'Union européenne nous fait perdre aujourd'hui la signification. Puis, et c'est le second axe, je voulais articuler cette question du politique au sens substantiel du terme à l'économie. C'est-à-dire, plus précisément, essayer de penser les relations entre l'État et l'économie dans le contexte de la mondialisation financière. À cet égard, l'expérience russe, et j'espère vous le montrer brièvement, mais le livre le fait de manière détaillée, à cet égard, l'expérience russe est hautement instructive. Et puis enfin, Pierre-Yves l'a évoqué, c'est l'actualité brûlante, mais je me suis attaché à travailler la politique étrangère de la Russie depuis 1999. Le troisième enjeu, le troisième axe, c'est donc la géopolitique. Et j'essaierai de dessiner les conceptions antagoniques des relations internationales qui sont développées aujourd'hui par la Russie de Poutine, par l'Union européenne et par les États-Unis. Ces conceptions, d'ailleurs, reposent sur des définitions variables des rapports entre le droit et la force. Et précisément, et j'en viens donc à mon premier axe, la question politique, qu'est-ce qu'une légitimité républicaine? Comment se constitue un État? Cette question des rapports entre le droit et la force est au cœur de cet enjeu. En effet, une république, qu'est-ce que c'est au fond? Alors c'est un régime qui se définit par un certain nombre de principes constitutionnels. On peut dire que sa définition intellectuelle était déjà disponible en 1799 quand Bonaparte accomplit son 18 Brumaire. On peut dire qu'en 1999, les fondements constitutionnels de la République fédérale ou de la Fédération de Russie sont déjà posés. Et au fond, Poutine ne modifiera pas radicalement l'ordre constitutionnel. Simplement, dans les deux cas, ça ne suffit pas à faire une république solide. De la même manière, dans les deux cas, il y a un certain nombre de circonstances historiques qui ont abouti à la formation d'un régime républicain. Dans les deux cas, donc, il a fallu qu'un ancien régime s'effondre, et dans les deux cas, il a été l'objet ou victime, il a été renversé par une révolution libérale. Révolution libérale qui, dans les deux cas là encore, deviendra largement erratique, anarchique. Je détaillerai ce point dans quelques instants. Alors donc, entre les fondements constitutionnels d'un régime et puis les circonstances qui permettent sa naissance, eh bien, il a fallu, dans les deux cas, français et russe, il a fallu un accoucheur de république. Il a fallu un homme fort, il a fallu un fondateur, un homothète, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire un législateur, mais qui en règle générale rassemblait sur sa personne un certain nombre de qualités viriles. Bonaparte et Poutine, et au fond la leçon est désagréable pour les irénistes que les Européens de l'Ouest sont devenus, Bonaparte et Poutine nous rappellent les liens étroits entre la force et la justice. C'est-à-dire qu'ils nous remémorent cette leçon de Pascal, il faut la justice sans laquelle la force est tyrannique, et la force sans laquelle la justice est impuissante. Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort soit juste. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une antériorité de la force sur la justice. Non pas d'une force tyrannique, mais la force de l'État, précisément. J'y reviendrai. Pour qu'il y ait un État de droit, il faut d'abord qu'il y ait un État. Et pour qu'il y ait un État, il faut que cet État soit fondé. Et pour qu'il soit fondé, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fonde. Alors, précisément, un des thèmes de mon livre porte sur ce rapport entre les institutions et les élites, c'est-à-dire les institutions et ceux qui les font vivre.
Sous le Directoire, les institutions étaient faibles et les élites étaient faibles. Bonaparte fondera des institutions fortes qu'il incarnera lui-même, et avant de faire sortir la France, à mon sens, de son lit historique en devenant empereur. Sous Yeltsin, les institutions sont relativement fortes parce que la Constitution de 1993, qui est un mélange de constitution franco-américaine à dominante présidentialiste, permettrait l'action publique à cette époque. Mais Yeltsin est faible, c'est peu de le dire. Il est dominé par une cohorte d'oligarques, sur lesquels je reviendrai, qui, au fond, conduisent la politique de la Russie à sa place. Sans parler de ces aliénations plus personnelles sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'appesantir. Quant à nous, nous disposons d'institutions fortes, mais nos élites sont faibles et molles. Et par conséquent, je crois que les partisans du gaullisme AOC, dont mon voisin et moi-même faisons partie, espèrent pour l'avenir que des élites fortes se placent à la hauteur des institutions de la Ve République. Nous en avons assez de voir des nains occuper des institutions fondées par un géant. Alors on espère que les élites vont connaître une crise de croissance, vont se mettre à regrandir de nouveau. Alors précisément, Poutine va habiter les institutions de la Fédération de Russie, il va les investir par sa propre personnalité, et une des perspectives que je développe dans cet ouvrage, c'est précisément de repenser le rôle de la personnalité dans l'histoire, le rôle des hommes, contre un certain structuralisme qui a trop longtemps prévalu. Je veux faire droit à la volonté politique dans l'histoire, parce que je l'espère pour nous également, c'est toujours ce billard à trois bandes. Alors, la personnalité de Poutine, elle est triple au moins. Il y a chez lui un ancien du KGB, formation d'élite à l'époque, dans les années 70 et 80. Il y a, on le dit peut-être un peu trop souvent, il y a un judoka, mais en tout cas, il y a un homme qui manifestement n'entend pas être l'objet d'un autre, n'entend pas être soumis à un autre. Et puis enfin, et c'est ce qu'on rappelle moins souvent, il y a un juriste. Il a une formation de juriste, qu'il a d'ailleurs accomplie en partie avec Anatoly Sobchak, futur maire de Leningrad, redevenu Saint-Pétersbourg à la fin de l'année 1991, et qui l'embauchera, ce sera le début de son ascension, que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Alors, nanti de cette culture-là, culture de l'État fort, culture de l'ordre légal, et puis culture des rapports de force, qu'a fait Poutine pour redresser son pays? Alors d'abord, vous devez savoir que dans les années 90, il y a un aspect un peu moins connu que celui de l'invasion de l'économie russe par des forces étrangères à l'intérêt national, que du dépeçage de la Russie par une petite cohorte d'oligarques. C'est tout à fait la réalité. Mais il y avait eu un autre problème qui s'est posé à l'État russe dans les années 90, ou plutôt que l'État russe a accepté de se poser, c'est celui des forces centrifuges qui entraînaient les régions, les républiques fédérées, les sujets de la fédération, comme on dit en Russie, à s'affranchir de la règle fédérale, c'est-à-dire à aller à leur propre intérêt. Alors les gouverneurs étaient élus au suffrage universel. Poutine supprime cette élection au suffrage universel direct en 2004. Il les met au pas, en d'autres termes, puisque cette émancipation allait assez loin. J'y reviendrai quand j'aborderai la question de l'économie politique. Après avoir rétabli la primauté du centre fédéral sur les entités fédérées, Poutine, très rapidement, dans les premiers mois de sa présidence, commence de rétablir le sentiment de fierté nationale en Tchétchénie, puisque la défaite de 1996 avait été ressentie comme une humiliation dramatique par le peuple russe. Et puis il poursuivra ce redressement de l'identité russe ou du sentiment de la fierté nationale russe sur la scène internationale de 2003 à aujourd'hui. Le discours du 18 mars dernier, consécutif à l'indépendance de la Crimée, est, je pèse mes mots, un discours qui est déjà entré dans l'histoire de la Russie et qui fédère autour de la personne de Poutine, Pierre-Yves l'a dit en commençant, 70% au moins de la population russe. Il faut se souvenir que la Russie, au cours des années Yeltsin, a été quasi constamment humiliée sur la scène internationale. Elle ne pesait strictement plus rien. Avec un Yeltsin pantin de conseillers internationaux stipendiés par des institutions comme
le Harvard Institute, il y en a un certain nombre que je cite, il y a Richard Morningstar, Anders Aslund, etc. Bref, un ensemble de conseillers qui, au fond, imposaient à la Russie le consensus de Washington, sur lequel je reviendrai dans quelques instants. La Russie est humiliée en Bosnie, où elle doit même accepter de voir ses soldats sous le commandement de l'OTAN pendant une opération en décembre 1994. Elle est humiliée au Kosovo, puisque le Kosovo est bombardé 6 semaines sans interruption contre la volonté russe. Elle est humiliée à peu près partout. Alors, Poutine redresse ce sentiment de fierté nationale et il le redresse en incarnant un peuple. Et c'est aussi cela que je voulais traiter dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y a une tendance dans la modernité qui porterait vers ce que le conventionnel Billaud-Varenne appelait l'acéphocratie. Alors c'est un terme tiré du grec qui signifie un gouvernement sans tête. Un gouvernement, au fond, qui ne serait pas incarné, qui serait quoi ? Le collège de la loi, qui serait le pur vecteur de la volonté générale, sans personnalité, sans singularité, sans identité. Et Poutine, à l'évidence, a de la personnalité, a de l'identité, a de la singularité. D'ailleurs, si je puis me permettre une autre petite saillie en notre direction, on percevra la cruauté de notre situation quand on se penchera vers Herman Van Rompuy. Bon, il faudrait supposer que l'Europe soit quelque chose comme une nation, ce que je ne suppose pas. Mais enfin, je vous invite à cliquer sur Internet, ça se fait très vite, vous cliquez Kissinger, Van Rompuy. Alors vous vous souvenez peut-être que Henry Kissinger, qui n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un enfant de cœur sur la scène diplomatique, qui est un grand squale, une intelligence affûtée au service des intérêts américains, vous vous souvenez peut-être qu'au début des années 1970, il avait eu cette réplique ironique, on lui parlait de l'Union européenne, il dit « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» Et le voici, il y a 2 ans, invitant Herman Van Rompuy, qui a la faiblesse et la servilité de s'y prêter, j'irais même jusqu'à parler de débilité, voilà qu'il l'invite à une mise en scène photographique au cours de laquelle hilar, vous avez Kissinger qui est là, hilar, hein, totalement hilar, avec Van Rompuy qui prend le téléphone et Kissinger qui tient l'appareil. On imagine aisément le sentiment intérieur de Kissinger. Hein. Je ne crois pas qu'il ait le sentiment qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. Hein. Allez-y, c'est une photo qui vaut toutes les explications. Alors, enfin, Poutine, on le dit souvent, mais je le détaille dans cet ouvrage, a mis au pas les oligarques. J'y reviendrai là aussi dans quelques instants. Il l'a fait de façon extrêmement fine, extrêmement ciblée, extrêmement calibrée, transformant des oligarques en riches, purement et simplement. Hein, c'est-à-dire des riches qui ne pèsent plus sur la politique de la Russie. Il n'a pas organisé une expropriation généralisée. Il ne s'agissait pas de revenir aux 12 heures de 1917. C'est une antiphrase, bien évidemment, dans ma bouche. Mais il a en effet arraisonné les oligarques, c'est-à-dire qu'il les a soumis à la règle de l'État. Et c'est de ce type de rapport de force dont nous avons perdu l'habitude aujourd'hui. Alors, si je peux aller un instant de la politique au sens strict à ce qu'on appelle souvent entre nous la métapolitique, je dirais que toute la trajectoire de Poutine nous ramène aux conditions d'existence du politique lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un État de droit, il faut qu'il y ait un État, et un État fort, et un chef, une nation. Et c'est ici, encore une fois, que la formation de juriste de Poutine se donne libre carrière. Car en effet, c'est Tocqueville qui rappelle dans De la démocratie en Amérique que les juristes de droit romain privilégient la légalité sur la liberté, l'ordre sur l'arbitraire. Il s'agit de fonder pour Poutine un ordre légal, constant, les libertés publiques qui se développent en Russie, contrairement à ce que disent les médias occidentaux stipendiés, les libertés publiques viennent de surcroît. Nous consommons des libertés publiques parce que nous sommes assurés de la solidité de notre État. Pour combien de temps ? Hein ? Mais nous nous comportons comme des enfants gâtés. Les Russes n'ont pas ce luxe. Et Poutine l'a bien compris. En d'autres termes, le droit n'est pas à lui-même son propre fondement, c'est le politique qui le fonde, et je développe un certain nombre de perspectives que l'on trouve chez Carl Schmitt. Je ne me pencherai pas sur cette pensée pour l'instant, on n'en a pas le temps,
mais il me semble que Poutine redonne ici un sens substantiel à la notion de démocratie. Alors avec un clin d'œil à Tocqueville que je viens de citer, j'ai intitulé ma seconde partie « De la démocratie en Russie », car il me semble qu'il se développe une véritable démocratie, alors de type plébiscitaire, légaliste, autoritaire, mais c'est celle qui convient à la Russie. Et du moins, est-ce une démocratie avec un peuple ? Car en effet, en Europe se développe la fâcheuse tendance à croire pouvoir se passer du peuple. C'est-à-dire qu'on en vient aux conceptions de Karl Popper, qui considérait au fond que la démocratie ne se définissait pas par la dévolution du pouvoir, qui décide. Moi j'ai la faiblesse de penser qu'une démocratie, bien entendu, ce serait celle où le peuple décide, mais plutôt ce qui est décidé, c'est-à-dire le fait d'obéir à un certain nombre de standards, de règles formelles, de droits. Bon, alors là il y a un véritable choc des conceptions entre l'Union européenne et la Russie de Poutine. Enfin, à travers ce retour du politique qui me semble avoir été opéré par Poutine en Russie, c'est au fond notre propre situation depuis le début des années 90 qui est en train de basculer. En effet, en 1992, Francis Fukuyama, néoconservateur américain, proclamait la fin de l'histoire, c'est-à-dire la convergence universelle vers la démocratie de marché et l'état de droit. Mais c'est-à-dire, là encore, vers le consensus de Washington piloté par la capitale du même nom. Or, et ceux qui s'en souviennent, là il y en a certains qui sont un peu jeunes pour l'avoir connu, il faut se rappeler de l'arrogance des experts, des politiques dans les années 92-93 qui vous expliquaient que véritablement la démocratie de marché était l'horizon indépassable de notre temps, avec un mépris pour toute autre opinion, mépris qui s'est donné d'ailleurs libre carrière au moment du référendum sur le traité de Maastricht. Je crois que tu étais un peu jeune pour voter à l'époque, mais je crois que tu n'ignores pas la tonalité de cette campagne. Alors, j'ai évoqué à 2 reprises le consensus de Washington. Cela me permet d'en venir précisément à la question de l'économie politique et des rapports entre cet État refondé, cet État de nouveau en possession de lui-même, que Poutine a forgé, ou plutôt a rétabli, et l'économie en temps de mondialisation. Bon, d'abord là aussi, et c'est un des points centraux du livre, on ne pense sérieusement la politique que relativement à des circonstances précises. Les Européens de l'Ouest ont tendance à brandir de grands idéaux, de grandes notions, les droits de l'homme, le progrès social, sans mesurer les conditions de leur existence. Si vous lisez ce livre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas déjà, vous parcourrez chacune des stations du calvaire russe dans les années 90. Cette décennie a été un véritable cauchemar social et économique. Je crois que personne de sérieux ne le conteste. Alors, ce cauchemar connaît plusieurs moments majeurs, de la privatisation brutale au 1er janvier 92 avec distribution de bons de privatisation, une inflation record et la destruction de la maigre épargne du peuple russe, la prévarication par les futurs oligarques, jusqu'à la crise de 98, en passant par l'opération pré-contraction qui a été une folie complète, dont je ne détaille pas les dimensions techniques maintenant devant vous. Là aussi, vous pourrez vous reporter au livre. De là, un État russe exsangue, vidé de lui-même, vidé de son pouvoir sur la scène internationale, je l'ai dit, vidé de son contrôle sur les provinces, mais aussi vidé tout simplement de ses ressources. C'est-à-dire que les recettes fiscales ne rentrent plus au cours des années 90. Les provinces fédérées, dont le Tatarstan, au terme de traités bilatéraux que Yeltsin a la faiblesse d'accepter de passer avec les sujets fédérés, le Tatarstan, pour exemple, s'arroge le droit de prélever 50% de la TVA produite sur son territoire. Bon, à cela s'ajoute donc le consensus de Washington, élaboré intellectuellement par John Williamson en 1989. Alors je ne le détaille pas là encore en détail, je n'en parcours pas le détail, mais disons que le grand axe de ce consensus, c'est d'imposer la conditionnalité des prêts de la Banque mondiale à la privatisation, à la baisse des salaires et des pensions, et à une politique, bien évidemment, favorable aux intérêts américains. À cet égard, la privatisation de la Russie a été, comme certains commentateurs l'ont dit à l'époque, dès les années 90, une véritable piratisation.
En effet, les privatisations n'ont rapporté que 1% du PIB de 1992 à 1990. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'1% qui s'est reversé dans le budget de l'État. Entre autres mesures folles, on peut évoquer l'une des pires d'entre elles, celle qui a consisté à supprimer pendant quelques années toute barrière douanière à l'exportation de matières premières. Alors là, bien évidemment, les oligarques se sont gavés, littéralement, hein, on ne peut pas dire mieux. Ils auraient eu tort de ne pas saisir l'opportunité. En revanche, c'est la Russie qui en a payé le prix. Alors que va faire Poutine? D'abord la mise au pas des gouverneurs, ils ne sont plus élus, ils sont domestiqués littéralement par la Providence. Et là c'est un lapsus qui est significatif. Peut-être. En tout cas, Poutine a été l'agent ici du rétablissement russe, pour ne pas dire plus. Il les domestique, littéralement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont désignés sur proposition du président. Donc leur pouvoir discrétionnaire est terminé. Et puis, il va donc mettre au pas les oligarques sur le plan économique. Comment va-t-il opérer? Il va, je cite ici deux auteurs en réalité, puisque j'ai l'impression qu'ils se sont piqués la formule, alors il faudrait que je vérifie les dates, l'exploitation sélective de la vulnérabilité légale de l'ensemble des élites. Vulnérabilité légale, en effet. Les conditions dans lesquelles les privatisations s'étaient opérées étaient pour le moins opaques au plan légal. Ce qui fait qu'il y a un grand nombre d'oligarques, grands, petits et moyens, qui redoutaient finalement des actions judiciaires. Hein, qu'on vienne leur taper sur l'épaule et leur dire « Attendez, là, en 1995, dans quelles conditions avez-vous obtenu et à quel prix avez-vous obtenu tel pan des matières premières russes ou telle industrie ?» Khodorkovsky, sur lequel je vais revenir dans un instant, obtient ainsi Yukos pour la modique somme de 398 millions de dollars, ce qui est grotesque, hein, eu égard à la valeur réelle de Yukos. C'est du vol, en d'autres termes, hein, c'est du vol caractérisé. Alors Poutine mène une politique assez subtile, c'est-à-dire qu'il il donne des gages tantôt aux oligarques pour les domestiquer, en leur disant on ne reviendra pas sur les privatisations des années 90, et en même temps, il leur refuse l'amnistie qu'ils réclament. Parce que vous savez qu'aujourd'hui encore, vous avez des gens en Russie qui réclament une amnistie totale pour les acquisitions de biens d'État, hein, c'est comme les biens nationaux pendant les années 1790, ils réclament une amnistie totale que Poutine leur refuse. Car ainsi, il conserve une utile épée de Damoclès pour leur dire « Mes garçons, hein, de temps à autre, réfléchissez à ce que vous faites ». Alors, la mise au pas des oligarques s'opère assez rapidement, j'en détaille les étapes. Poutine crée une brigade fiscale ad hoc qui exercera de 2000 à 2003 des enquêtes sur les uns et sur les autres. Il conduit Berezovsky, récemment décédé, paix à son âme, et Goussinski à l'exil, l'un à Londres, l'autre vers l'accueillante terre d'Israël. Il finit par faire emprisonner Khodorkovsky donc à l'automne 2003. Khodorkovsky qui en est sorti récemment, le protégé de nos amis allemands, mais qui pendant 10 ans donc fera des moufles en Sibérie et cessera de nuire à l'économie russe, car en effet, le groupe Yukos qu'il avait acquis à vil prix, je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, au moment où il est arrêté, il avait entamé des pourparlers pour le rapprocher de Texaco et Exxon, hein, les grandes entreprises pétrolières américaines. Ça aurait été un pas de plus vers l'aliénation de la Russie à des intérêts étrangers aux siens. Alors, le rapport de force change. Le climat change également. Là aussi, il y a un certain nombre d'épisodes et de formules assez savoureuses qui permettent, peut-être plus qu'un long discours détaillé, dont je ne peux pas m'offrir le luxe et que je ne veux pas vous infliger ce soir, de prendre la mesure. C'est Deripaska, Oleg Deripaska, donc l'un des grands oligarques des années 1990, magnat du nickel, qui déclare au Financial Times en 2007 « Si l'État nous demande de nous dessaisir de notre entreprise, nous le ferons. Je ne me considère pas comme détaché de l'État. Je n'ai aucun autre intérêt que celui-là. » Alors on imagine la stupeur du journaliste du Financial Times, compte tenu de la religion que constitue le free market aux États-Unis. Il a dû se rassurer en se disant que décidément Poutine était un affreux dictateur, sans comprendre que la propriété en Russie n'a jamais été séparée de l'État.
hein. C'est un point que je détaille également, c'est-à-dire que l'État, en dernière analyse, est le garant de toute propriété passée, présente et à venir. On peut ajouter avec le même Deripaska la fameuse scène de Pikalevo. C'est une localité à peu près 200 km de Moscou qui venait d'être fermée. C'est un site industriel qui venait d'être fermé. Deripaska était l'un des propriétaires de ce site et Poutine se rend sur place et organise, c'est une mise en scène bien entendu, c'est de la communication. Simplement, la communication révèle un certain état réel des rapports de force. Donc Poutine se rend à Pikalevo et tense littéralement les oligarques autour de la table. Hein. C'est vraiment le maître d'école, il est assez crédible dans le... Maître d'école, d'ailleurs, le mot est faible, hein. Peut-être l'adjudant, je ne sais pas. Bon, en tout état de cause, il les tense littéralement. Il leur dit de venir signer donc, la reprise d'activité du site. Et il dit, Deripaska, vous n'avez pas signé. Deripaska vient, comme ça, signe, et puis après il dit, Deripaska, mon stylo. Le stylo. Hein. Bon, alors écoutez, pour ceux qui considéreraient que c'est de la pure communication qui en réalité ne recouvrerait aucune réalité, eh bien qu'ils se demandent si en France, une telle scène est aujourd'hui envisageable entre François Hollande et Bouygues, par exemple. Oui, Bouygues, j'hésitais avec Lagardère, mais enfin, bon, on peut prendre l'un ou l'autre. Hein. Bon. Alors, à travers toutes ces mesures, se produit un véritable redressement, un véritable essor qu'aucun spécialiste sérieux ne conteste. Je fais un sort au passage à la critique du syndrome hollandais, c'est-à-dire l'idée que la Russie se serait contentée d'exploiter sa rente pétrolière, le payant d'une rétraction de l'activité intérieure. En réalité, je ne suis pas le seul à considérer que c'est une vue courte. En effet, bon, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Très simplement, c'est qu'aucun pays, sauf quelques improbables États écologistes radicaux, ne se serait passé d'exploiter un tel facteur de puissance. Tout facteur de puissance sera exploité, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, le programme de Khodorkovsky, dont les Occidentaux font leur héros, à cet égard, tiens, si vous trouvez sur Internet, si vous avez envie de rire un peu dans ces temps de dépression politique, allez lire Chronique de la Maison des Morts, un article de Libération sur Khodorkovsky qui en fait une sorte de nouveau Solzhenitsyn, c'est à hurler de rire, hein, vraiment de la première à la dernière ligne. Khodorkovsky avait le même programme que Poutine en réalité. Le développement des hydrocarbures, mais pas au bénéfice de l'État ni de la nation russe. C'est l'unique différence. Donc qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'il y avait un autre modèle, hein, khodorkovskien, c'est proprement grotesque et je ne m'y attarde pas. Alors, il y a un certain nombre de conséquences. J'ai parlé de métapolitique tout à l'heure, on pourrait parler de métaéconomie. En effet, la politique poutinienne s'inscrit contre la doctrine du libre-échange délirant, irresponsable, et j'ajoute contraire à l'esprit français, qui nous est imposé par le truchement de l'Union européenne, mais qui correspond à la conception anglo-américaine de l'économie. Il pratique un protectionnisme intelligent dans lequel on peut voir quelques rapports, hein, puisque je fais des analogies historiques, je ne m'arrête pas en si bon chemin, avec une sorte de néo-colbertisme à la française, c'est-à-dire il y a un marché libre, mais l'État contrôle les vannes là où il le faut, et puis il pratique un certain nombre d'investissements productifs dans les secteurs stratégiques. Et j'affirme qu'à partir de là se dessine un certain modèle économique qu'il faut encore affiner, qui oppose aux prédateurs internationaux, un front des producteurs protégés par leurs États. C'est en tout cas, là aussi, billard à trois bandes, hein, mon espérance pour la France. Alors j'en viens maintenant à la question géopolitique. En effet, et je l'ai déjà suggéré, la Russie est au cœur des choses depuis 25 ans. C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, théorisé par George Bush père et aggravé par George Bush fils, mais sans oublier la médiation Clinton, hein, Clinton n'a pas été... de ce point de vue-là, plus multilatéral que les deux suscités. Le nouvel ordre mondial qui se caractérise par l'hyperpuissance américaine, selon l'expression d'Hubert Védrine, et l'unipolarité, n'est possible qu'avec une Russie faible. Et c'est parce que la Russie est faible, aliénée, soumise, que ce nouvel ordre est concevable. Dès lors que la Russie a commencé à desserrer l'étreinte, eh bien, la multipolarité a commencé à se dessiner.
Je ne dis pas qu'elle est encore pleinement entrée dans les faits. Je caresse l'espoir qu'elle se concrétise par un retour de la France dans le jeu international. On n'en est pas là. J'affirme cependant que la Chine n'en est pas le vecteur. En effet, les problématiques de la Chine et de l'Inde me paraissent distinctes de celles de la Russie, de même que leur rôle historique. Elles sont véritablement centrées sur leur espace continental, avec un mode de production qui est quasi esclavagiste dans le cas de la Chine, pas seulement, bien entendu, hein, je ne veux pas insulter nos amis chinois, mais enfin, qui me paraît au fond assez solidaire du nouvel ordre mondial qui s'était constitué dans les années 90, plus qu'elle ne constitue une force d'opposition ou de contrebalancement à la différence de la Russie. D'ailleurs, les élites américaines ne s'y trompent pas, hein, elles sont toutes miel avec la Chine, tandis que la Russie les inquiète depuis le début des années 2000, quand Brzezinski qualifiait Poutine de Mussolini moscovite, hein, c'est allé très vite, dès les années 2000-2001, alors que Poutine pourtant donne quelques gages de bonne volonté autour du 11 septembre. Hein, il ouvre certaines des bases d'Asie centrale à la coalition qui va frapper l'Afghanistan. Il est là dans une partie de judo, justement. Là, il ne se sent pas suffisamment fort à cette époque-là pour s'opposer plus frontalement aux États-Unis. Et puis ça lui permet de produire le conflit tchétchène sur la scène de la guerre contre le terrorisme global. Hein, donc il y a aussi là beaucoup d'habileté. L'homme n'en manque pas. Enfin, précisément, la Russie a eu à se réaffirmer, c'est-à-dire à lutter contre l'otanisation de son ancien espace d'influence. Il faut dire qu'elle y échoue en Europe centrale. Dans l'Europe balkanique, la situation est plus ambiguë. L'otanisation des élites roumaines et bulgares ne fait pas le moindre doute. En Serbie, là aussi, c'est un point que je n'ai pas pu développer. La situation est plus ambivalente. Hein. À la fois, les élites basculent dans le camp atlantiste, mais enfin, il en reste qui entretiennent avec la Russie des rapports très étroits. Gazprom vient de passer des contrats absolument gigantesques avec des entreprises serbes. Donc là, il me semble que c'est peut-être par la Serbie que la Russie reviendra un jour dans le jeu ouest-européen, balkanique, en tout cas centre-européen. La lutte contre cette otanisation a réussi au Caucase. Elle est en cours en Ukraine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être au cours de l'entretien qui suivra mon intervention. Elle est partielle en Asie centrale, la situation est ambivalente, mais la Russie, je dirais, a mis une base à 300 km de toutes les bases américaines. Disons que la situation est variable, il faudrait l'étudier dans le détail, je n'en ai pas le temps ici. Toujours est-il que ceux qui tiennent à une multipolarité véritable, et j'ose le dire, les véritables patriotes français, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas atlantistes, eh bien, ne peuvent que saluer ce retour de la Russie qui fait valoir une multipolarité réelle et non seulement verbale, parce que vous savez, il en va de la multipolarité comme de la République, hein. Tout le monde l'a à la bouche et puis personne ne la pratique. La multipolarité, c'est fâcheux, elle suppose la puissance. S'il n'y a pas de puissance concurrente aux États-Unis, il n'y aura pas de multipolarité véritable. Hein, alors l'Union européenne, finalement, c'est la multipolarité sans la puissance, comme Barroso avait déclaré. D'ailleurs, c'était un très très bel aveu que l'Union européenne, c'était un empire sans la puissance. Je trouve cette formule absolument délicieuse. Alors, de ce point de vue-là, Poutine développe un style très particulier, un style très offensif. Là aussi, il n'est pas interdit de sourire un peu. Je pense notamment à ses relations avec les Européens. Tout récemment, il rétorque à David Cameron, qui l'entreprend sur les droits de l'homme en Russie, que l'Angleterre ne devrait pas soutenir des djihadistes en Syrie qui s'exhibent sur Internet en train de dévorer le cœur de leurs ennemis. En plus, c'est pas une image. Hein. De telles scènes ont en effet circulé sur Internet, et il ajoute « ça n'est pas la conception que la Russie se fait des droits de l'homme ». De la même manière, là je ne résiste pas, c'est un peu à côté, mais après tout, là encore une fois, on aurait tort de ne pas se faire plaisir. Là récemment aussi, Angela Merkel, l'œil sombre, l'entreprend sur le sort des Pussy Riot, car à travers bien évidemment l'internement des Pussy Riot, ce serait la liberté qu'on assassine. À mon avis, c'est le bon goût qu'on rétablit, mais enfin, ça c'est autre chose. Et il réplique à Angela Merkel
que les Pussy Riot avaient exhibé des mannequins qu'elles avaient entourés d'injures antisémites, lui ajoutant « Il ne me semble pas que l'Allemagne devrait défendre l'antisémitisme ». Ça fait régner un climat, je dirais, de parité entre les chancelleries. Concernant sa conception du droit international que j'évoquais tout à l'heure, alors le droit international, on pourrait déjà s'interroger sur sa pure et simple existence. Droit et international, il y a déjà ici une question. Car en effet, on pourrait penser d'un certain point de vue que le droit international ne fait que enregistrer, ce serait une chambre d'enregistrement des rapports de force entre puissances. Bon. Toutefois, dans l'histoire, il y a tout de même trois principes principaux, trois principes essentiels, pardonnez le pléonasme, qui alternent, je dirais, depuis le début de la modernité. Vous avez le principe de la croisade, qui définit les motifs de guerre par les contenus et par les amitiés idéologiques ou religieuses. Alors c'était Dieu hier, c'est les droits de l'homme aujourd'hui. C'est ainsi qu'on peut définir un axe du mal, comme George Bush fils l'avait fait. Contre cela, les traités de Westphalie font valoir un autre principe, celui de l'intégrité et de la souveraineté territoriale des États. Définition objective, la première était subjective, définition objective des motifs de guerre et donc des relations internationales. Les États s'envisagent les uns les autres en fonction de leurs intérêts respectifs et de leur intégrité territoriale respective. On peut dire qu'ici prévaut cette raison relative dont Schmitt faisait le cœur de toute rationalité dans le domaine international, c'est-à-dire une raison qui pèse précisément les motifs, les intérêts, plutôt que de prétendre accomplir une mission. Voilà, on est dans l'ordre de l'intérêt plutôt que dans celui de la mission. Et puis enfin, un troisième principe moderne, apparu au XIXe siècle, puis théorisé comme tel un peu plus tard, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est ambivalent, puisque à la fois il est subjectif et objectif. Il peut être brandi sans fondement, et puis en même temps, on ne peut pas nier à certaines entités nationales, on ne peut pas refuser à certaines entités nationales, en tout cas moi je ne le fais pas, le droit d'affirmer leur volonté d'exister politiquement. C'est toute la tension précisément qui mène du Kosovo à la Crimée. Et je m'avance maintenant, bien évidemment, vers les enjeux contemporains que je n'ai pas voulu développer pour eux-mêmes, pour tout simplement restituer le parcours d'ensemble de l'ouvrage, que j'ai terminé en janvier, j'en dirai un mot dans quelques instants. Alors Poutine, de ce point de vue-là, c'est un westphalien. Il privilégie le principe de l'intégrité territoriale des États, il le fait valoir en Syrie. C'est à ce titre qu'il avait refusé sans succès, c'est un échec de la diplomatie russe, l'indépendance du Kosovo. Il avait d'ailleurs déclaré lors d'une réunion du CEI, toujours pour continuer à dessiner le portrait de l'homme, en présence de Mikhail Saakashvili, donc président géorgien, il avait dit, certains d'entre vous connaissent cette formule, l'indépendance du Kosovo reviendra comme un boomerang en pleine gueule, je traduis, en pleine gueule à ceux qui l'ont favorisé. Et bien évidemment, il songeait à l'Abkhazie, à l'Ossétie du Sud. C'était évident, et il ne faudra pas un an pour que le problème se pose. Donc, Poutine est westphalien. On peut dire que contre les aventures atlantistes à forte empreinte messianique, la Russie est devenue, et c'est assez inattendu quand on songe à ce qu'elle était il y a 25 ans, une force d'équilibre. La Russie ne réfléchit plus en termes de mission, mais d'intérêts nationaux bien compris. En ce sens, elle est à la fois un facteur de multipolarité et de stabilité. Mais en effet, il y a eu l'affaire de Crimée. L'affaire de Crimée, où Poutine s'est appuyé, Poutine et les élites russes et les élites de Crimée se sont appuyés sur le principe, disais-je, de l'autodétermination des peuples, qu'ils contestaient au Kosovo. Ça, simplement, ça s'appelle du pragmatisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est fait infliger un principe que l'on conteste et qu'on en a subi une défaite politique, eh bien, il n'y a nulle raison de considérer qu'on ne peut pas, à son tour, brandir ce principe, d'autant que il y a une grande différence entre le Kosovo et la Crimée. La Crimée, elle, est russe. Le Kosovo n'était pas serbe. Voilà. La Crimée était russe depuis 2 siècles et demi. La population, dans son entier, il n'y a pas eu besoin de procéder à une épuration ethnique. La population était favorable au rattachement avec la Russie.
D'ailleurs, dans le discours du 18 mars, que j'évoquais en commençant, Poutine cite avec un sourire en coin, oui, alors d'abord il dit, oui, c'est intéressant qu'on nous rappelle aux règles du droit international. Je suis très heureux que nos amis américains se rappellent que ça existe. Hein. Et il opère 2 citations de 2 textes de l'ONU consécutifs à l'indépendance du Kosovo, stipulant qu'une déclaration d'indépendance, même contraire à une législation nationale, donc serbe ou ukrainienne, ne contrevient pas fondamentalement aux principes du droit international. Donc, vous voyez, là, il y a un retour à l'envoyeur, hein, le boomerang est passé par l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, maintenant par la Crimée. Alors, je dois avouer, et Pierre-Yves le sait, que je n'avais pas prévu ce rattachement de la Crimée. J'ai terminé cet ouvrage autour du 15 janvier. On a opéré les dernières réécritures en mars. J'ai voulu faire preuve de probité et ne pas me donner des airs de Nostradamus par rétrospection. Hein. J'ai pas modifié le texte. J'indique simplement dans l'ouvrage que la Crimée ne pouvait pas sortir de l'ère d'influence russe, que si un gouvernement à Kiev se mettait à contester la concession sur Sébastopol, eh bien, il y aurait probablement un conflit. Voilà tout ce que je disais. Je ne pouvais pas prévoir le coup d'État du 20 février. En tout cas dans les termes qui ont été les siens. Je ne pouvais pas prévoir que le merveilleux gouvernement démocrate de Kiev qui assassina Odessa allait la riche idée d'abroger le statut officiel de la langue russe, mettant le feu aux poudres dans l'est du pays et en Crimée. Ici, la Russie a fait preuve d'une rapidité d'exécution et de conception tout à fait remarquable. Le rattachement de la Crimée s'est opéré, je crois, avec un mort, simplement, hein, par rapport au bain de sang qui est en train de couver et qui est en train de se déclencher à l'heure actuelle à l'ouest de l'Ukraine. Je crois que la dépense est mineure. Je conclurai, puisque je voulais faire relativement bref pour que nous ayons le temps peut-être d'échanger. Au fond, j'ai parlé d'un billard à 3 bandes et de la volonté de penser la France à travers la Russie et à travers Poutine. Écoutez, à travers l'étude du cas Poutine, je plaide pour 3 choses. Je plaide pour le retour à la raison politique, c'est-à-dire à la souveraineté de l'État, c'est-à-dire au sens et au respect de la trajectoire française. Je voudrais qu'enfin nous nous retrouvions nous-mêmes, que nous cessions de penser dans des catégories étrangères à notre histoire, celle de l'Union européenne, celle du libre-échange, celle du mondialisme. Je voudrais, et c'est le deuxième souhait que je formule ici devant vous, et c'est associé au premier d'ailleurs, hein, que nous pratiquions un traitement donc néocolbertiste de l'économie libérale dans le contexte de la mondialisation, conforme à la tradition française. Et puis enfin, c'est sans poutinolâtrie, tu l'as évoqué Pierre-Yves, ni russolatrie que je plaiderais pour un rapprochement entre la France et la Russie. Alors concernant la russolatrie, vous savez, on en parlait avec Pierre-Yves l'autre jour, nos amis russes n'en veulent pas, et moi je n'en veux pas non plus. Parce que je voudrais rompre cette fâcheuse tendance qu'ont, selon Mauriac, les élites françaises à se chercher un maître à l'étranger. Donc, si je veux que la France s'affranchisse de Washington, ça n'est pas pour se placer sous la tutelle de Moscou. Seulement, dans le contexte contemporain, la Russie, par sa profondeur continentale, par ses réserves énergétiques, par la solidarité civilisationnelle que nous pouvons lier avec elle, parce que j'ai dit qu'il n'y avait que des intérêts dans le domaine géopolitique, c'est pas tout à fait vrai. Il y a les sentiments nationaux, il y a les amitiés historiques. Eh bien, je crois que la Russie est aujourd'hui pour la France un point d'appui. Je souhaite qu'une France de nouveau libre et indépendante se rapproche d'elle pour se retrouver elle-même. Je vous remercie. Bonsoir. Vous avez très bien mis en évidence en fait, le travail fait par Poutine pour faire retrouver à la Russie une vraie puissance dans un monde multipolaire. À un moment où on voit de plus en plus des positions communes des BRICS vis-à-vis des puissances occidentales, est-ce que la Russie a un rôle à terme aussi d'orchestration de ces positions communes? Elle s'y efforce à travers l'Organisation de la coopération de Shanghai, notamment, hein,
qui a opéré effectivement un rapprochement entre la Russie et la Chine. J'avoue que sur cette question, j'aurai assez peu de visibilité parce qu'il me semble que, et c'est tout à fait naturel, la Chine et l'Inde suivent leur propre course et vont à leurs propres intérêts, dont je ne suis pas si convaincu qu'ils vont dans le sens que je souhaite, de la constitution d'une multipolarité politique et pas uniquement économique. Hein, parce qu'il peut très bien y avoir une unipolarité politique avec plusieurs pôles, effectivement, de puissance économique. On sait que le Pacifique se développe et que la Chine est indéniablement une grande puissance du temps. On pourrait le souhaiter. On pourrait aussi souhaiter ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une France restaurée, refondée, qui se tournerait vers la Russie et qui entraînerait derrière elle un certain nombre d'autres nations. Alors c'est un souhait pour l'instant. Vu l'état actuel de nos élites, il me semble que c'est, oui, véritablement pour l'heure seulement un souhait. Mais je crois que nous avons le devoir, en tout cas moi je me fais le devoir de travailler politiquement où je suis à construire ce rétablissement de l'indépendance française. Oui, madame. Ce matin, Bourlange a dit sur France Culture, l'émission à 11h, que Poutine se cachait sa fortune derrière les oligarques. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que c'est Bourlange, c'est ça. Non mais c'est parce que c'est ça. Non, mais on peut répondre. Oui. Finalement, il est très riche, il camoufle de ce point de vue. Alors, il y a deux réponses à faire. Il y a eu une émission là très récente. J'oublie le nom de ces émissions, sur la 6, là, je ne sais plus exactement, fréquence, je ne sais pas quoi, bon bref, peu importe, séquence d'action, quelque chose comme ça, bon, peut-être que je me trompe, enquête d'action, peut-être, sur la fortune réelle ou supposée de Poutine. Alors ce sont toujours les mêmes données, c'est la datcha, c'est le palais, et les montres, et les belles montres, oui, les belles montres. Bah, écoutez, il y aurait deux réponses à faire. D'abord, il y a très peu d'éléments factuels. Alors, soit parce que il n'y a en réalité pas de fortune occulte, en tout cas pas de fortune occulte, parce que, en effet, sa déclaration de revenus à 150 000 € par an, j'ai tendance moi-même à la considérer faible. Mais les chiffres les plus extravagants circulent. On a même parlé de 40 milliards d'euros. 40 milliards de dollars. Bon, moi, j'y crois pas trop. Il y a deux réponses à faire. Donc, soit sur le plan factuel, finalement, tout ça est assez précaire. Et puis, si j'osais, je dirais que, et c'est là que la comparaison avec Bonaparte prend tout son sens, Poutine me paraît être de ces hommes d'État qui considèrent que l'argent est un moyen du pouvoir plutôt que le pouvoir un moyen de l'argent. Bonaparte a pillé l'Italie. Bonaparte piochait dans les caisses de l'État très régulièrement. Alors je ne dis pas qu'il faut valoriser ce type de pratique. Je ne les prône pas pour notre pays, mais il faut bien savoir que nous sommes infiniment plus légalistes sur ce plan-là que ne l'est la Russie. Ce qui choque en Russie, c'est moins la corruption informelle. Vous savez, moi j'ai un ami russe qui me disait, mais au fond vous êtes des bureaucrates. Vous êtes un pays moins libre que nous. Parce que quand je rentre le soir et que j'ai un peu trop bu, moi je peux m'arranger avec le policier. Avec vous, je vais avoir une procédure, ça va prendre des mois, etc., etc. Alors, en revanche, ce que les Russes ne tolèrent pas, c'est que l'État ne soit plus dans l'État et qu'il soit aux mains de puissants intérêts privés. Comme ça s'est produit, autant de la semi-bankitchina, comme ils ont dit, les 7 banquiers, la domination des 7 banquiers qui renvoie à la boyarchina, c'est-à-dire la domination des boyards au temps des troubles au début du XVIIe siècle. Il y a toute une profondeur historique dans cette appréhension du rapport à la richesse et au pouvoir politique. Si j'osais, mais je n'en voudrais pas pour la France, je dirais que quand bien même Poutine aurait constitué une fortune considérable, je considère que ça n'amoindrirait en rien la grandeur de son œuvre politique. Voilà, je le dis très clairement. Une remarque toute simple, c'est que si l'argent avait été son but, il n'aurait pas fait autant de mandats, il en aurait fait un ou deux, il se serait barré avec quelques Oui. Bah comme l'ancien maire de Neuilly, ex-titulaire de la fonction suprême, considérait que au fond il allait faire un mandat puis après il allait faire de l'argent. Parce qu'au fond c'était ça son idéal. D'ailleurs je pense une vision par Poutine de la France. Est-ce qu'il a un intérêt particulier? Alors Poutine
Oui, je te laisse intervenir ensuite, bien sûr. Poutine est germaniste. Hein, il est judoka, KGBiste, juriste et germaniste. Il est en poste à Dresde de 85 à 89. Il a sans doute un regard favorable sur l'Allemagne. En même temps, comme la plupart des Russes, il a une pente francophile. Peut-être vous apprendrai-je l'immense popularité de Maurice Druon et de ses rois maudits en Russie. Il a d'ailleurs rendu visite à Maurice Druon en 2005, quand il est venu en voyage officiel. Je pense qu'il y a une amitié culturelle. En revanche, le comportement de nos élites, et particulièrement de nos deux derniers présidents, ne me paraît pas de nature à resserrer dans son esprit les liens avec la France en tant qu'État. Voilà. Mais je crois qu'il accueillerait très favorablement une France de nouveau libre et indépendante, avec un Poutine français à sa tête. J'ai bien une idée, mais on parlera peut-être entre nous après. Quoi que je peux vous le dire, hein, pour moi le Poutine français c'est Marine. Je vous le dis très clairement. L'observation, une question, l'observation c'est ouvert. Vous parliez de l'attitude de la France. La question va se poser pour savoir si on invite M. Poutine ou si on n'invite pas pour la célébration du jour J en Normandie. Qu'est-ce qu'on fait de la présence de Poutine lors de la commémoration de la Première Guerre mondiale dans la Marne, avec l'intervention des Russes? Et je voulais avoir votre opinion sur la visite éclair que fait dimanche dans 3 pays le président de la République, en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie. Information de ce soir. J'ignorais. J'ignorais, oui, ça a été décidé à brûle-pourpoint. Ouais. Concernant la présence de Poutine, oui. C'est de l'Élysée, moi je veux revoir. Ma question était plutôt sur le côté historique de la commémoration de aux dernières nouvelles, je crois que la présence de Vladimir Poutine n'est pas contestée par la présidence française. Si elle l'était, ce serait d'une gravité historique, symbolique, géopolitique, diplomatique, absolue. Voilà. Et ce serait une erreur diplomatique dont même Laurent Fabius, je crois, dans son esprit parfois un peu volatile, disons, ne s'offrirait pas le luxe. Je crois qu'il ne s'offrirait pas le luxe de ça. Je peux me tromper, hein, mais ça serait d'une gravité absolue. Il ne me semble pas que ça soit prévu d'ailleurs. Hein. Voilà. Je pense que jeudi, Poutine sera là. Le contraire serait scandaleux. Quant à la visite éclair, bon, l'Arménie équilibre l'Azerbaïdjan, mais enfin la Géorgie fait pencher de nouveau le fléau de la balance du côté, effectivement, des avant-ponts de l'atlantisme dans la région du Caucase. C'est une constante malheureuse de la politique française depuis près de 10 ans. Voilà, je le regrette. Il y a une position de la France, dans l'histoire de l'Ukraine qui soit hors OTAN. Non, ce que je constate, et peut-être Pierre-Yves aura-t-il un mot à dire à ce sujet, avec vraiment consternation, j'ai essayé de nous faire sourire. Moi j'avais une question concernant le problème de la démographie. Oui. Dans la reconquête de sa puissance, est-ce que vous savez... Oui. Alors c'est un des points que j'aborde dans le livre, je ne pouvais pas tout évoquer ici. Les élites russes ont longtemps vécu, Poutine compris, hein, dans l'illusion d'un retour des Russes des frontières. Alors là, ils en récupèrent 2 millions quand même avec la Crimée. Hein. Mais ils espéraient une remigration de ce qu'ils appellent les Russes des frontières, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans les anciennes républiques socialistes soviétiques, hein, qui ont pris leur indépendance, notamment en Estonie, bien évidemment, hein, puis on a Kazakhstan. Hein, Bon, ce retour ne s'est pas produit, en tout cas pas dans des proportions suffisantes. À partir des années 2005-2006, le gouvernement met en place une politique volontariste avec incitation nataliste. Alors c'est 10 000 $ de chèques éducation, pourrait-on dire, enfin le terme est ambigu, parce que je suis aussi président d'un collectif Racine des enseignants patriotes, ça n'a rien à voir avec le chèque éducation dans le domaine scolaire. C'est une somme qui est sanctuarisée, c'est-à-dire c'est une allocation que l'État contrôle. Parce que d'ailleurs, c'est peut-être un autre sujet, mais il me semblerait qu'on gagnerait à s'inspirer ici du modèle russe. Les allocations ne sont pas des revenus. Elles ont un but, une allocation. Donc, en l'occurrence, ce sont des chèques de 10 000 $, et pour le second enfant,
13 000 pour le troisième. Les montants sont encore modestes, mais ils ont quand même produit des effets qui sont exclusivement consacrés. Hein, sont des chèques aux dépenses d'éducation, les inscriptions scolaires, de santé, d'établissements éventuellement en cité universitaire, etc., des enfants. Ça commence à produire ses fruits. Il y a le frémissement d'un redressement démographique. La Russie a frôlé une catastrophe majeure à cet égard. Il faut espérer que ces mesures-là se poursuivent, qu'elles se renforcent, parce que effectivement, c'est la condition de la pérennité de la Russie. Hein, ça, c'est certain. Il y a un problème démographique indéniable en Russie. Il me semble que politiquement, la mesure commence d'en être prise. Et puis, dernier point, la Russie ne compte pas sur l'immigration pour le résoudre. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. J'ai beaucoup apprécié, infiniment apprécié tout ce que vous avez dit sur la Russie, merci, monsieur. sur les îles françaises. Je pense que vous êtes bien dans la bonne analyse, je crois. Je me permettrai de faire deux petites réserves, pas de réserves, mais deux remarques personnelles. Et peut-être que ce n'était pas l'objet, vous l'avez dit, ce n'était peut-être pas l'objet vraiment de votre livre. Vous avez signalé la remarquable gestion de la crise syrienne par Vladimir Poutine en 2013, que je pense est vrai. Et je crois que c'est un peu plus qu'une remarquable gestion de la crise syrienne. Il me semble que la crise syrienne a été un fantastique levier de puissance pour le retour, disons, de la Russie, notamment sur la scène internationale. Ça, c'est ma première remarque. J'ai rien à y ajouter, ça me semble et la tout à fait vrai. Sur ce que vous avez dit de la Chine. Peut-être que ça me déçoit un petit peu, c'est peut-être vrai, vous avez certainement que la Chine vit sa propre vie. Néanmoins, je pense que ça ne rend pas tout à fait justice quand même à la solidarité de la Chine, notamment sur le dossier syrien, et qui est à répétition, et la solidarité exprimée quand même à toute occasion entre la Russie et la Chine, puisque ça semble bien... Pas tout à fait sur la Crimée. Sur l'abstention. Oui, l'abstention. Mais la Chine a toute raison de craindre aussi pour l'ancien Turkestan chinois quand même. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un axe fort aussi de la... Je suis sans doute un peu plus sino-sceptique. Mais en effet, le comportement international de la Chine n'est pas toujours décevant. Simplement, il me semble qu'elle danse avec les États-Unis un certain tango économico-politique duquel nous ne tirons pas vraiment bénéfice. Mais bon, c'est personnel. On va prendre les dernières questions. Monsieur, je crois que monsieur attendait. Oui, tout à l'heure. Ouais. L'intermède Medvedev apparemment n'a pas été une grande réussite. Est-ce que Poutine est en train de préparer sa succession? Il y a un moment où... Je crois qu'il devrait préparer... Oh, il m'a l'air en bonne forme. Écoutez, à ce jeu des pronostics, on risque toujours de se tromper. Moi, je le verrais bien se représenter en 2018. Quant à Medvedev, les deux principaux discords entre les deux hommes, parce que Medvedev, quand on étudie le cas de près, effectivement, il est plus libéral et plus occidentalo-complaisant que Poutine. C'est pas tout à fait faux de le dire. Cela étant, il a pu dire que le parlementarisme est un régime qui détruirait la Russie. On n'a pas vu les Medvedev-olâtres brandir cette citation. Hein, le parlementarisme, je cite, détruirait la Russie. C'est très bien, c'est sa vertu en soi, mais ça détruirait la Russie. Il a même dit, je crois, ou je confonds peut-être avec Grizlov, que les élections étaient parfois une menace pour la stabilité. Bon, donc en termes de libéral à l'occidental, je crois qu'on repassera. Cela étant, il y a tout de même deux dossiers. Celui de l'élection des gouverneurs de province au suffrage universel, encore une fois, il l'a rétabli, Poutine vient de supprimer. Hein. Il a voulu donner des gages de démocratisation qui n'ont pas grand sens dans le contexte russe, me semble-t-il, parce que les sujets de la fédération, les régions, les républiques autonomes ont tendance à ériger des potentats locaux, hein, ou plutôt ceux qui les dirigent, s'ils sont loin par le suffrage universel direct, ont tendance à se comporter en potentats locaux. Et puis, bien sûr, il y a la question de la Libye, qui ne concerne pas uniquement Medvedev, mais Poutine a dénoncé là une croisade. Hein, Poutine, le Westphalien, je l'évoquais tout à l'heure, a dénoncé une croisade demandant qui avait donné l'ordre de tuer Kadhafi. Medvedev, lui, a du moins tenu une position d'abstention favorable. Et là, je pense que ça a été un point de discorde entre les deux hommes et entre les deux lignes. Voilà. Mais je ne vois pas Medvedev comme un concurrent extrêmement dangereux pour Poutine dans la perspective de 2018. Il y a la Coupe du Monde en 2018. Si le redressement démographique et économique se poursuit,
Si la Russie continue de tenir son rang et sa position sur la scène internationale comme elle le fait à l'heure actuelle, je ne vois pas quelqu'un d'autre succéder à Poutine si on lui prête vie. Et pour ma part, je lui souhaite bonne santé. Merci.